Arnaud Zacharie, bonjour. Vous êtes un dangereux altermondialiste. La preuve, vous avez été porte-parole du mouvement Attaque. Vous avez milité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et quoi encore, diront certains. Et aujourd'hui, vous êtes secrétaire général du Centre belge de coopération au développement. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un gâteau Calimero parce que comme Calimero, vous n'arrêtez pas de crier à l'injustice. La dernière en date, c'est le budget de l'aide au développement qui fond avec la crise en Europe. Et vous êtes très remonté, vous dites on fait payer aux populations les plus pauvres du monde la crise en Europe. Ah, tout à fait. Donc on est un bon élève en Belgique par rapport au reste de l'Europe et du monde avec un niveau d'aide au développement qui équivalait à 0,63% de nos richesses. Et puis on se rend compte que lors du contrôle budgétaire 2012, en octobre, on a diminué ce budget de plus de 400 millions d'euros. Donc on est tombé à 0,44%. Donc la chute est rude et ça nous entraîne tout doucement sur le banc des cancres. Le gouvernement belge, en fait, pour résoudre le problème de la crise, est allé puiser dans le budget de l'aide au développement. Alors, en fait, ce qu'a fait le gouvernement belge, c'est qu'il s'est dit toutes les dépenses qui ne sont pas engagées, on va les retenir. Mais le problème, c'est que le développement, c'est du long terme. Et que donc, quand on arrête de payer des projets, eh bien, ils sont inefficaces. Et donc, parler de l'efficacité de l'aide, c'est important. Mais il faut aussi parler de la quantité de l'aide et de sa prévisibilité. Mais alors, ce qui se passe en Belgique, ça se passe un peu dans tous les pays européens. Il y a quelques bons exemples, quelques bons élèves, le Danemark, les Pays-Bas, je pense. En principe, l'Union européenne s'est engagée à consacrer 0,7% de ses revenus à la coopération avec le Sud. C'est ça, l'horizon 2015, c'est déjà une vieille lune, ça fait depuis 1970 qu'on s'engage à ces 0,7%. Le paysage européen est plus diversifié qu'on ne le croit, donc en effet les pays scandinaves, Luxembourg, mais aussi des pays comme le Royaume-Uni ou l'Irlande qui, malgré des plans d'austérité importants, ont décidé de maintenir leur niveau d'aide au développement. Puis c'est vrai qu'il y a des pays qui diminuent leur aide, c'est évidemment le cas de la Grèce et de l'Espagne, ça devient le cas de la Belgique, même les Pays-Bas qui étaient à 0,7% ont annoncé des coupes dans l'aide au développement. Donc il y a deux écoles manifestement, celles qui acceptent de faire porter une partie du fardeau budgétaire sur le dos des plus pauvres et ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Mais alors c'est la crise. Pourquoi aider les pauvres du Sud alors qu'il y a des pauvres en Europe ? Il faut évidemment s'occuper de tous les pauvres, mais on mobilise là souvent 1,5% de nos richesses dans le meilleur des cas. Il y a des bons élèves qui sont déjà arrivés à 0,7%, mais ça reste quand même une petite part de nos richesses. Ça nous paraît, nous, la moindre des choses de faire ce petit effort, même en période de crise. Évidemment, quand on va voir dans les pays les plus pauvres du monde, le concept de crise est bien différent. Alors les États donnent de moins en moins. Vous avez décidé de vous tourner vers le citoyen. Vous avez décidé de lancer une opération de récolte de fonds. En Belgique, cette opération s'appelle l'opération 11-11-11. Elle est vieille, elle a des années. Et cette année-ci, la thématique, c'est la justice climatique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les pays les plus pauvres sont évidemment ceux qui polluent le moins, puisque ce ne sont pas des pays industrialisés, mais pourtant ce sont eux les principales victimes des changements climatiques. On voit qu'il y a énormément de victimes, 12 fois plus de victimes dans les pays pauvres que dans les pays riches par rapport aux aléas du climat. Ça entraîne de graves problèmes, et notamment des problèmes de crise alimentaire, parce que le réchauffement du climat et la diminution des précipitations, ça entraîne un problème d'accès à l'eau pour irriguer les sols, et donc ça pèse sur les rendements agricoles. Alors je vous arrête, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici, et derrière ces parasites, quelqu'un qui trépigne à l'idée de vous poser une question. On l'écoute. Voilà, mon nom est Alain Hubert, je suis scientifique connu comme explorateur polaire et responsable en particulier d'une nouvelle station scientifique en Antarctique, la première station zéro émission. Et je pars d'ailleurs là dans un jour, donc pour 4 mois sur le continent blanc. Et aujourd'hui, parce que je suis sans doute un témoin privilégié à la fois de l'Arctique et l'Antarctique, où depuis plus de 15 ans je vais chaque année, je vois évidemment les choses changer. Quand j'entends ce que nous prédisent le groupe intergouvernemental d'études du climat au niveau de la tendance dans ce siècle de l'augmentation, de la rapidité des changements qui vont se dérouler sous nos yeux, et que j'apprends par les scientifiques, et en particulier ceux qui font de la science polaire, que nous sommes la cause du problème qui se passe aujourd'hui dans nos modes de production et de consommation d'énergie, eh bien je ne comprends pas. Je voudrais vous poser la question à Arnaud Zacharie, vous qui êtes une frontline, finalement, pourquoi nos responsables politiques ne comprennent pas que c'est notre intérêt d'être proactifs et de changer drastiquement la façon dont on conduit notre société ? Réponse. Il y a plusieurs réponses à apporter. La première, c'est que le climat, c'est un problème mondial fatalement, et donc il faut mettre d'accord 193 États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça fait beaucoup de monde, et donc ça prend du temps. Un autre problème avec le climat, c'est que c'est un peu le syndrome du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que
un État, un gouvernement peut trouver avantageux à court terme de continuer à polluer davantage pour accumuler davantage de richesses. Et puis en plus, il y a une autre complexité, c'est que c'est un phénomène intergénérationnel, donc on doit un peu faire des efforts pour les générations futures. Donc c'est toute une série d'obstacles. Ceci dit, je ne suis pas obligatoirement défaitiste. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une crise, notre dette financière non égale que nos dettes écologiques, donc on est dans un système économique qui est à bout de souffle, donc il va falloir en trouver un nouveau. Et quel autre modèle de développement que ce nouveau mode de production et de consommation dont parle Alain Hubert. Donc mon optimisme, c'est justement de se dire que les gouvernements vont enfin se rendre compte que c'est hautement stratégique d'investir dans ces secteurs d'avenir que sont les énergies renouvelables, que sont les transports, que sont le recyclage des ressources naturelles par exemple, parce que c'est une porte de sortie, une sortie de crise par le haut pour justement créer de nouvelles technologies, des innovations, de nouveaux types d'emplois, en fait une nouvelle forme de prospérité. Cela dit, l'Europe est plutôt un bon élève, elle a réduit plus que prévu ses émissions de CO2. Alors, c'est peut-être pas volontairement, c'est aussi la crise qui a réduit les activités économiques. La crise a du bon, quelque part. C'est la crise, mais c'est aussi la volonté de certains États d'avoir une économie plus pauvre en carbone, comme vous le disiez. Donc, l'objectif du protocole de Kyoto, c'était de diminuer les émissions européennes de 8% entre 1990 et 2010. On serait à 11% et même on arriverait vers 14% selon la Commission européenne. Bon, il faut quand même dire que les objectifs de Kyoto ne sont pas assez ambitieux à nos yeux, mais aussi aux yeux du GIEC. Mais en effet, on se rend compte qu'il y a quand même toute une série de choses qui se font. Donc, il ne faut pas être défaitiste. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi en termes de justice climatique, puisque l'idée de créer un fonds vert qui serait alimenté à hauteur de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour financer l'adaptation au changement climatique dans les pays pauvres a été acquise. Donc cette idée est acquise. Il reste évidemment à savoir comment financer ce fonds vert. On a évidemment des idées sur la question. Mais donc les choses avancent, même si elles avancent beaucoup trop lentement. Et même si c'est vrai, la crise qui entraîne une diminution des émissions de gaz à effet de serre dans certains pays est aussi un obstacle parce que malheureusement, les gouvernements n'arrivent pas à faire le lien entre cette sortie de crise et la nécessité d'investir dans le défi climatique. Mais pour vous, la bataille du climat n'est pas perdue en 15 secondes ? Non, elle n'est pas du tout perdue. C'est le sujet d'avenir et je pense que de toute façon, si on ne fait rien, les catastrophes vont s'exacerber, que le principe de réalité va finir par vaincre et on va déboucher sur la conclusion logique, c'est qu'il faut un nouveau mode de production et de consommation pour avoir un modèle de développement qui soit généralisable à l'ensemble de la planète et plus équitablement réparti. Oui. Donc, comme vous criez toujours, c'est trop injuste, on va s'attaquer à ce Calimero. Allez-y. Allez. Merci d'être venu au Bar de l'Europe. Merci à vous.